Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque vendredi, donc, nous allons, avec l'appui de nos invités, donc, analyser les faits saillants ayant marqué l'actualité politique de la semaine. Au milieu donc, de ce numéro, nous allons évoquer l'affaire qui fait du bruit actuellement. Il s'agit donc de l'affaire Prodac, qui est un peu liée à l'actuel ministre du Tourisme du Nord, Mame Mbaye Niang. Une affaire donc qui défraie la chronique parce que tout simplement, surtout qui a été appuyée encore avec la démission reconduction. On ne peut pas parler même de reconduction, mais la démission il y a quelques semaines donc du ministre mise en cause, tout simplement parce qu'il voulait que justice soit faite. Malheureusement, il dit avoir tout simplement été reconduit par le président de la République, qu'il a renouvelé sa confiance. Mais justement, l'opinion, en tout cas, continue, en tout cas une bonne partie de l'opinion continue à dire que justice doit être faite et que le procureur de la République doit s'autosaisir dans cette affaire-là pour que l'opinion soit éclairée sur les 29 milliards de ce projet. Nous allons aussi évoquer l'affaire du parrainage parce que tout simplement l'Assemblée nationale vient de voter donc la loi, c'est maintenant effectif. Tout le monde maintenant sait à quoi s'en tenir. Désormais, la caution pour la présidentielle est fixée maintenant à 30 millions, pour les législatives 15 millions. Et même maintenant pour les élections locales, les élections donc des mairies, comme on appelle les élections municipales, donc les gens devront maintenant débourser au minimum 5 millions par liste. Nous allons donc aussi évoquer alors l'affaire du dialogue sur les ressources pétrolières et gaz tenue il y a quelques jours donc au Centre international Abdou Diouf. Une rencontre donc qui a vu donc le boycott de l'opposition qui a estimé qu'il n'avait rien à faire dans ce dialogue-là. Alors pour discuter de ce thème, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un c'est M. Modou Fall, responsable du mouvement Dëgg Moo Wóor, professeur à l'université. M. Fall, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi M. Alassane Cissé, il est le leader donc du nouveau parti, membre de Benno Bokk Yaakaar, membre aussi du Haut Conseil des collectivités territoriales. Honorable, bonsoir. Et de Doomu Réwmi. Alors, honorable, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous. Donc, un ministre de la République a été impliqué dans une affaire, l'affaire Prodac, en tout cas, qui fait le tollé aujourd'hui au Sénégal. Alors, comment analyser tout ça? Merci Georges. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs, mais vous allez vite en besogne en disant qu'il a été impliqué. Non, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie de la présomption d'innocence. Absolument. Parce que... il est cité de toute façon. Il est cité. Bon, mais nous, ce que nous demandons, c'est que la justice fasse son travail et qu'on tire au clair cette affaire. Le ministre Mame Mbaye Niang, il faut saluer son courage. Il a fait comme avait fait Mamadou Seck en son temps, en démissionnant. Mais le président de la République, qui est la personne la mieux informée, qui dispose de tous les rapports, peut dire à son ministre de ne pas démissionner. Et peut ne pas accepter la démission de son ministre. Parce qu'il dispose d'éléments que nous ne disposons pas. On a eu des bribes d'un soi-disant rapport dont on dit que c'est un rapport qui... De l'IGE. Oui, de l'IGE. Mais je me demande comment font les gens pour avoir des rapports confidentiels destinés au président de la République. La deuxième chose, c'est que dans un État, s'il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'État. L'État ne se traite pas dans la rue. Alors qu'on laisse la justice faire son travail, a posé un acte d'homme courageux parce qu'il a senti que son honneur a été bafoué par des articles de presse. Et alors, il a démissionné, mais le président a la latitude d'accepter ou de ne pas accepter la démission d'un de ses ministres. Alors, je n'ai pas les éléments que le président a, les éléments d'appréciation. Je ne les ai pas, vous ne l'avez pas, personne d'autre ne l'a. Mais puisque au Sénégal, nous sommes rumorivores, voire comme le disait Djiboka, quand on dit Tellerek, on dit Damene. Alors, je ne crois pas, parce qu'il y a le directeur des Prodac, Mame Mbaye Niang n'est pas l'ordonnateur des dépenses du Prodac. Alors, attendons et laissons la justice s'autosaisir et faire son travail. Donc, vous donnez raison à ceux qui disent que le procureur de la République doit s'autosaisir dans cette affaire. Mais bien sûr, puisque ça a été divulgué par presse interposée, il y a eu des polémiques, le procureur doit s'autosaisir. Alors, M. Fall, pensez-vous que le procureur doit s'autosaisir? Effectivement, Georges, parce que permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Walf TV, de saluer aussi mon frère, comme j'ai oublié de le faire, Alassane Cissé. Voilà, et aussi de vous dire que Dëgg Moo Wóor, c'est un parti, c'est le Rassemblement pour la vérité
Degmoor, et nous sommes membres d'une coalition qui s'appelle DISO, Coalition pour une alternative démocratique. Donc concernant la question, moi je pense que cette histoire du PRODAC, il faut prendre ça très au sérieux. Parce que moi qui vous parle déjà en janvier 2017, le 11 janvier 2017, j'avais publié un article intitulé PRODAC, échec du programme ou de Jean-Pierre Senghor. Voilà, déjà janvier 2017, parce que j'avais fait un constat, j'avais fait le constat comme quoi, en parlant des domaines agricoles communautaires, parce que PRODAC c'est le programme des domaines agricoles communautaires. Parce qu'en parlant de PRODAC, le président de la République avait beaucoup misé sur ce programme. D'ailleurs, il suffit de faire un retour en arrière pour regarder les déclarations de politique, pour aussi regarder le programme, le PSE, mais aussi les déclarations de fin d'année du 31 décembre ou encore du 4 avril. Il avait beaucoup misé sur le PRODAC. On parlait à l'époque de 55 000 emplois. 300 000 emplois. 300 000 emplois. On parlait de 300 000 emplois d'ici 5 ans. Voilà. Et puis, vraiment, on parlait de DAC clé en main. Voilà. Et il y avait beaucoup de bruit autour de ça. Je me rappelle bien qu'après 3 ans d'activité, on nous avait dit que sur le site, d'ailleurs c'est disponible sur le site du PRODAC, www.prodac.sn, qu'il y avait eu 11 000 emplois. Alors que dans leur prévision, exactement c'était 10 657 emplois. Alors que dans les prévisions, normalement, il ne devait pas y avoir moins de 34 360 emplois. Entre 20 000 pour Boulel, 7 000 pour Sangalkam, 4 000 pour CFA et 360 pour Itato. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'ils avaient projeté, tout ce qu'ils avaient programmé et qui concerne les domaines agricoles communautaires est passé complètement à côté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la question que les gens se posent. Moi, je pense que c'est même plus de 29 milliards parce que si on regarde bien les documents, il y a eu d'abord 26 milliards et ensuite il y a eu 5 milliards. Parce que si on cite les propos de l'ancien directeur général du programme, donc il nous disait déjà qu'en plus de l'enveloppe de 6 500 000, il y a eu 26 millions qui étaient dépensés dans un premier temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé dans cette histoire. Et au bout du compte, il n'y a pas eu de résultat. Les résultats escomptés n'ont pas suivi. Je donne un autre exemple. Par exemple, sur le site, pour vous montrer réellement les problèmes qu'il y a eu, bon, les 5 milliards, c'était pour de 2000 hectares. Bon, il y a les DAC des terres neuves aussi qui ont été aménagées. Tout ça, cela veut dire que ils ont parlé de beaucoup de milliards. Ils ont parlé aussi de beaucoup d'emplois. Et quand le projet a été évalué, au-delà du fait qu'il y a eu le rapport de l'IGF, l'inspection générale des finances, au-delà de ce fait-là, quand ils ont évalué eux-mêmes donc la gestion du programme, ils se sont rendus compte que malheureusement il y a eu trop d'échecs. Et c'était à tous les niveaux, du point de vue de la gestion, du point de vue de l'organisation, mais aussi du point de vue des sites qui ont été choisis pour héberger les domaines agricoles communautaires. Parce que si on choisit un exemple, je pense que c'est à CFA, à Sédhiou, où quand ils ont aménagé le truc, les populations sont sorties. Voilà, c'est les éleveurs. Ils estiment que les éleveurs doivent souffrir de l'implémentation de ce projet. Et ils proposent ainsi une délocalisation pure et simple du site pour son succès. Ça veut dire qu'au départ, ils avaient choisi donc de mettre le domaine agricole communautaire dans une zone. Mais malheureusement, il se trouvait que c'était une zone où, en général, les éleveurs venaient souvent. Voilà, ça a eu à créer beaucoup de problèmes, de telle sorte qu'après, donc les populations même, normalement, ça devait servir aux populations, sont sorties pour demander à ce que donc le domaine agricole communautaire soit délocalisé. Vous avez vu? Maintenant, c'est ça qui m'avait poussé à l'époque, parce qu'on se rappelle que Jean-Pierre Senghor, quand même, a été dégommé. Pourquoi il a été dégommé? Il a été dégommé parce que tout simplement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Les attentes qu'on avait au niveau du PSE et qui concernaient les domaines agricoles communautaires n'ont pas suivi, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Ce qui faisait que le chef de l'État
le gouvernement, le Premier ministre était quand même étonné du fait qu'on a eu à dépenser d'abord 26,5 milliards, ensuite 6,5 milliards. Parce que si on calcule tout ça, presque c'est 32 milliards dépensés alors qu'en réalité... plus grave encore, c'est quand il théorisait, il disait qu'en 8 mois, il pouvait mettre en place un domaine agricole communautaire clé en main, comme on a dit. Cela veut dire que tout est fait prêt, les populations vont venir tout simplement et commencer à l'utiliser. Ça n'a pas été le cas. Depuis combien de temps vous n'avez pas entendu parler de Prodac? Depuis combien de temps vous n'avez pas entendu parler de la mise en place d'un domaine agricole communautaire? Depuis longtemps. Parce que les gens se sont rendus compte que derrière cette histoire, il y a eu un scandale. Maintenant, causé par qui? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le ministre, en tout cas Mame Mbaye Niang, ou encore c'est M. X ou M. Y. C'est pourquoi quand même le procureur de la République doit s'auto-saisir pour essayer quand même de nous éclairer, parce que moi je considère que c'est grave ce qui s'est passé avec le programme Prodac. C'est grave ce qui s'est passé avec la gestion de Jean-Pierre Senghor sous le ministère de Mame Mbaye Niang. Et pour être éclairé, quand même, c'est les citoyens sénégalais. C'est l'argent des contribuables. C'est l'argent des citoyens sénégalais. Quand on parle de démocratie, aujourd'hui, on parle de démocratie participative. Cela veut dire qu'on parle de la participation des citoyens. Comment les citoyens ne peuvent pas participer si on ne les informe pas? Comment les populations ne peuvent pas participer si on ne les donne pas les bonnes informations? Comment les populations peuvent participer s'il n'y a pas de transparence dans la gestion des finances publiques? Encore une fois, c'est ça le problème. C'est pourquoi, quand même, moi, je pense que le procureur de la République ne devait même pas attendre. Parce que ça, c'est une situation extrêmement grave. Ça, je l'ai écrit le 11 janvier 2017. Et là, ça fait plus d'1 an, il n'y a pas eu de retour. C'est maintenant que les gens commencent à en parler. L'affaire est tellement grave que la démission d'ailleurs du ministre en est donc la preuve patente que l'affaire est grave. Voilà, donc c'est ça. Oui, c'est pourquoi j'ai voulu quand même vous faire comprendre que l'échec là est palpable. L'échec est palpable et la manière dont l'argent a été dépensé, quand même, c'est scandaleux. C'est pourquoi, quand même, nous, ce qu'on demande, c'est quand même que le procureur de la République puisse nous éclairer sur cette histoire. Justement, parce que quand le ministre démissionne, quand même, l'occasion était vraiment très belle pour, quand même, que la balle au rebond pour, quand même, l'affaire soit éclairée. Vous savez, l'affaire sera éclairée. Le ministre, bon, il s'est senti attaqué personnellement et il a préféré démissionner pour mettre à l'aise le président de la République. Comme je vous l'ai dit tantôt, le président est à même de comprendre les enjeux de cette affaire. On est à quelques mois des élections, on est en période de pré-campagne, et nous savons qu'un scandale de plus qui sortirait, bon, ferait mal. Le ministre a voulu mettre le président à l'aise, parce que s'il pensait que lui-même avait puisé dans la caisse, jamais il ne parlerait de démission. Mais il a voulu que les affaires aillent vite. Mais vous savez, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques. Nous, on va vite en besogne et le ministre a dit, le président a refusé la démission parce que lui, il a les informations exactes. Maintenant, je vais dire, comme mon ami l'a dit, un État, les dossiers ne se traitent pas dans la rue. Parce que même entre époux, vous n'allez pas sortir dans la rue pour dire voilà ce que m'a fait mon épouse. Mais depuis que le président Macky Sall est là, les dossiers sont toujours gérés dans la rue. Le dossier Thione Seck, le dossier Khalifa Sall, le dossier Karim Wade. Au moins réguler le débat. Oui, allez-y. Bon, souffrez intérieurement. Oui, allez-y. Mais des gens ont été traînés en justice pour moins que ça. Non, on a toujours dit que des gens sont impliqués dans des affaires et on ne le démontrait pas. Mais dans la presse... Vous voyez, des fois, c'est des articles de presse. Et nous tous, nous savons que dans les journaux, la seule chose exacte, c'est la date. Donc, on ne va pas aller vite en besogne. Laissons la justice faire son travail. Ceux qui ont été impliqués dans des affaires que vous dites moindres ont été impliqués sur la base d'actes et de faits. Vous pensez qu'ici, il n'y a pas de fait? Non, parce que là, vous êtes au début d'une enquête et vous voulez dire qu'on implique tout le monde. Patati et patata. Non, attendons. Attendons, le président va transmettre le dossier et où
que le procureur se te saisisse pour pouvoir parler de la chose. Mais est-ce que le président facilite la tâche à la justice en reconduisant, par exemple, d'autant plus que le rapport n'a pas été rendu public. C'est des bribes de phrases qu'on a eues et les gens ont extrapolé. Attendons de voir. Moi, je crois que mais cette situation ne nous arrange pas, nous. Alors, nous sommes beaucoup plus à même pour que la justice fasse son travail. Et pas que l'on fasse du neupel comme ils le disent, eux. À chaque fois que la montagne accouche d'une souris, ils disent que oui, voilà, ils ont fait du neupel, le dossier était béton pourtant. Et pourtant, on n'a que des bribes d'informations. Attendons que toute l'information soit disponible pour qu'on puisse se prononcer. Moi, je ne vais pas incriminer ni le ministre Mame Mbaye Niang, ni le directeur du PRODAC, ni les autres autorités. Je dirais simplement que la justice fasse son travail, parce que la seconde alternance repose sur deux piliers, la vertu et la sobriété. Alors, il faut qu'on aille dedans. Merci. Alors, M. Fall, est-ce que vous ne pensez pas que là, ça donne raison à ceux qui pensent que quand même, dans ce pays-là, il y a une certaine impunité pour certains? Non, c'est ça. C'est l'indépendance de la justice qui est en question. Donc, c'est pourquoi, à tous les niveaux, les gens ne cessent de crier quand même qu'on doit libérer les magistrats. Rien que ce matin, j'ai lu sur un site d'information que le président de l'Union des magistrats du Sénégal est revenu encore à la charge pour dire que l'indépendance de la justice n'existe pas dans notre pays. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons que depuis le départ, ce qui se passe est que quand il y a un dossier qui concerne un adversaire politique, on le gère en toute urgence et dans la précipitation. Avec célérité. Voilà, avec célérité, c'était le cas de Karim Wade. Le cas de Khalifa Sall aussi, on a vu ce qui s'est passé. Le rapport de l'IGE, il n'a pas lu le rapport, je n'ai pas lu le rapport. Le cas de ce cas-là du programme du PRODAC, il y a un rapport de l'IGF. Au moins sur Internet, quand même, on a des briques d'informations comme il a dit concernant le rapport. Mais tout porte à l'incriminé. Le gars a voulu démissionner. Moi, je pense que même pour le bien du gouvernement, pour quand même que le gouvernement soit à l'aise dans ce dossier, le minimum c'était de le libérer. Quitte à ce que, comme on avait fait avec Yahambaye ou Youssou Touré ou les autres, quitte à ce que demain, après-demain, quand les choses seront beaucoup plus claires, l'ancien ministre Mamadou Seck, voilà. Et quand on se rendra compte qu'effectivement, donc il n'est pas mêlé à cette histoire de magouille ou encore de ce scandale-là, là maintenant, le président de la République peut le reprendre, le nommer ministre ou DG ou je ne sais pas trop. Voilà, conformément à ce que la Constitution lui recommande. Maintenant, moi je pense que dans cette histoire, j'ai fait une analyse et j'ai constaté deux choses. La première chose est que comment se fait-il que un ministre qui décide de démissionner parce qu'il y a un cas de scandale, qu'on puisse lui refuser le fait qu'il ne doit pas démissionner? Ça, j'arrive pas à comprendre ça. C'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit, ce programme-là, c'est depuis plusieurs années. C'est pas aujourd'hui. C'est comme si les Sénégalais ne suivent pas l'information. C'est comme si les Sénégalais ne suivent pas bien ce qui se passe au niveau du pays. Mais cette histoire-là, ça dure de plus de 2 ans. Ça dure de plus de 2 ans. La gestion là des domaines agricoles communautaires clés, ça dure de plus de 2 ans. Il y a eu même, je pense que à Keur Momar Sarr, région de Louga, bon, là, il y a eu des problèmes avec les agriculteurs sur la mise en place du domaine agricole communautaire. Tout ça, c'est dans l'histoire, c'est écrit, c'est sur Internet. Et les sites les plus fiables, comme il disait tout à l'heure, moi je considère que l'APS, l'agence de presse sénégalaise, quand même, a un site très fiable. Et la plupart de ces informations sont tirées là-bas. Le PRODAC, c'est le site même du programme. C'est le site même du programme qui parlait de 8 mois pour mettre en place un domaine agricole communautaire. Si chaque 8 mois depuis le démarrage du programme, on avait mis en place des domaines agricoles communautaires, on n'en serait pas là par rapport aux 500 000 emplois proposés par le président de la République. Maintenant, si on nous parle de sobre, vertueuse, etc., moi je vous dis... Et de transparence. Et de transparence. Moi je vous dis, il n'y a pas de transparence. La transparence, on l'a seulement si les Sénégalais sont informés. Il y a eu un code qui a été voté
Donc c'est la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Jusqu'à présent, cette loi n'est pas appliquée. Parce qu'au niveau du chapitre 7 de cette loi-là, on parle de donner l'information aux citoyens, l'information publique. Voilà, la plupart de ces dossiers-là, il n'y a que le président de la République qui les a. Cela veut dire que c'est à lui de décider s'il faut poursuivre ou c'est à lui de mettre sur le coude pour reprendre son expression, voilà, donc, ou bien de lever le coude pour c'est ça qui est dommage. Moi, je pense qu'au moment où nous en sommes, ce que le président Macky Sall devait faire, c'est aller dans le sens d'une gestion sobre. Mais au contraire, aujourd'hui, ce qui se passe, quand le dossier concerne quelqu'un qui se trouve dans son camp, quand le dossier concerne quelqu'un qui est militant de l'APR, on a vu les cas, il y a le cas du directeur du COUD de la Poste, etc. Donc, quand c'est quelqu'un qui concerne son camp, ou sa coalition Benno Bokk Yakaar, ou même Doomi Réwmi, en général, il n'y a pas de suite. Le dossier est classé sans suite. Alors que si ça concerne quelqu'un de l'opposition, si ça concerne un adversaire politique, quelqu'un qui veut remplacer le président de la République, là c'est tous les problèmes du monde parce qu'on va tout faire pour que ça soit accéléré et que le gars soit mis en prison et maintenant après on débattra d'autres choses. Aujourd'hui, où se trouve Khalifa Sall? Khalifa Sall est en prison pour moins que ça. Aujourd'hui, où se trouve Barthélémy Diaz? Barthélémy Diaz est en prison pour moins que ça. Hier, où était Karim Wade? Karim Wade était en prison pour moins que ça, etc., etc., etc. Cela veut dire que, quand même, moi je pense que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup le président Macky Sall, mais malheureusement sa gestion n'est ni sobre ni vertueuse. Alors, monsieur Alassane Cissé, est-ce que vous pensez qu'il y a deux poids, deux mesures quand il s'agit quand même des affaires de gestion, comme il a cité des cas des gens pour moins que ça ont été envoyés en prison. Donc, est-ce qu'il n'était pas quand même plus judicieux, en tout cas, pour donner, pour coller à votre slogan la gestion transparente et vertueuse, quand même que cette affaire soit tirée au clair en quelques jours? Vous savez, Georges, ces gens-là sont tellement baignés dans les scandales qu'ils essayent tout le temps de trouver un scandale. Depuis 2012, en réalité, depuis 2012, l'opposition ne cherche que des scandales. Mais parce qu'il a pour pouvoir étayer une thèse. Mais ça a toujours accouché d'une souris. Alors, je vous dis une chose. Tantôt ils disent que la justice est indépendante, tantôt ils disent que la justice n'est pas indépendante. Ça, c'est insulter les magistrats. Ça veut dire que la justice n'est pas indépendante. Non, c'est parce que mathématiquement, scientifiquement, ça veut dire que la justice n'est pas indépendante. J'ai eu la courtoisie de vous écouter. Oui, vous avez la parole. La courtoisie de m'écouter. Allez-y. La justice est indépendante, c'est selon du côté où l'on se trouve. Quand elle rend une justice qui va dans l'intérêt de l'opposition, elle dit que nous avons de braves juges, nous avons une justice indépendante. Quand ça ne les arrange pas, elle dit que cette justice n'est pas indépendante. Et pourtant, on rend chaque jour des décisions de justice. Rendre une décision de justice, ce n'est pas contenter les deux côtés. Mais les gens ne se basent que sur des choses factuelles pour rendre une décision de justice en âme et conscience. Alors, arrêtons de dire que le juge est ceci, le juge est cela. Oui, mais c'est par rapport à son interpellation. Par rapport à son interpellation, il est en train de vous dire que quand il s'agit de dossiers qui concernent un adversaire politique, le dossier est géré avec une célérité, véritablement avec certaines sévérités. Mais quand il s'agit maintenant de gens, d'un dossier concernant quelqu'un qui est dans le camp du pouvoir, dans sa coalition, alors on semble faire la sourde oreille. Oui, quand un dossier arrive au niveau du procureur de la République et qu'on vous accuse de détournement, la première chose que le procureur fait, c'est de vous délivrer un mandat de dépôt. Ça, c'est la loi. On n'y peut rien. Pas accusé jusqu'à présent, comme toute autre personne. Il y a eu un rapport de l'IGF. Attendons que ce rapport aille au-devant du procureur de la République, que ce rapport soit transmis ou que le procureur s'autosaisisse pour qu'on puisse en parler. Mais accuser à tort des pères de famille comme ça je ne le ferai pas. Ils disent que le Prodac, ça date depuis très longtemps. C'est vrai que ça date depuis très longtemps. Nous avons fait des projections. Nous avons fait des prévisions. Les projections comme les prévisions, vous le savez, vous qui enseignez, on peut tomber juste ou ne pas tomber juste ou aller moins. Ce sont des prévisions. Ce n'est ni la Bible ni le Coran.
on prévoit qu'on peut atteindre tel seuil en tel mois. Mais vous avez des impératifs liés à l'économie et autres. Vous pouvez ne pas les atteindre. C'est comme les prévisions budgétaires. Vous dites que je vais avoir 2400 milliards de budget, mais vous pouvez ne pas avoir tout. Alors, arrêtons de faire de la politique politicienne. C'est un dossier très sérieux. Traitons-le avec célérité. Je crois que tout ce qu'on est en train de dire... parti pris. Ça sera sans parti pris. Le président a dit depuis le début qu'il ne protège personne. Maintenant, si dans un dossier, un ministre ou un directeur est cité, alors qu'il transmet le dossier ou que le procureur s'autosaisisse, vous verrez qu'il n'y aura pas de parti pris. Mais n'allons pas vite en besogne. Mame Mbaye Niang, peut-être qu'il a été cité à tort, ou peut-être qu'il a été cité à raison. Je ne vais ni confirmer ni infirmer, mais il faut laisser le soin à la justice de faire son travail. Parce que s'il était impliqué lui-même personnellement, je crois qu'il n'aurait pas eu le courage de démissionner. Il a démissionné, maintenant c'est au président d'apprécier. Le président a apprécié qu'il ne pouvait pas accepter la démission, d'autant plus que les renseignements qu'il a, il peut se baser sur les renseignements et les rapports qu'il a pour ne pas accepter sa démission. Et la démission d'un ministre ne relève pas des populations, ça le relève d'une seule personne qui l'a nommé. Ça, c'est la Constitution. Alors, n'allons pas vite en besogne. Monsieur Fall, avez-vous espoir que véritablement, au vu du déroulement des choses, avez-vous espoir véritablement que ce dossier va aboutir? Non, je ne pense pas. À moins que ce soit après le président Macky Sall. Mais je ne pense pas que ce soit sous le régime du président Macky Sall. Voilà, je vous disais tout à l'heure, il parle d'économie, il parle des finances. Là, je vous cite, c'est Jean-Pierre Senghor lui-même qui disait le DAC de Sangalkam sera un poumon vert dans la capitale. En l'encore, il va également servir de vitrine pour l'ensemble des DAC du Sénégal. Il est attendu avec ce nouveau projet la création de 7000 emplois, a précisé M. Senghor. Déjà, une enveloppe de 6,5 milliards a été dégagée par le gouvernement pour sortir de terre l'ensemble des installations de ce DAC. C'est ça le problème. Cela veut dire qu'il parle d'économie, il parle de finance. Alors qu'en réalité, vous avez vu, c'est l'ancien directeur lui-même qui dit qu'il a été dégagé. Cela veut dire que l'argent était là. Maintenant, où l'argent était là, mais il n'y a pas le résultat escompté. Voilà, où est passé cet argent? C'est pourquoi on demande à ce que les Sénégalais demandent à ce que ce dossier soit éclairé. C'est tout simplement ça. Hein? Maintenant, toutes ces théories autour du président Macky Sall, etc. Bon, moi je pense que, vous savez, pourquoi cette histoire est sérieuse? Moi, je suis de près le programme, depuis ce départ. Au même moment, je suivais aussi le programme qu'on avait appelé pour l'emploi des jeunes, les kiosques emploi. J'avais même les kiosques emploi, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais même écrit un article sur ça. Parce que normalement, il est dit ici, le programme des domaines agricoles vise à créer plus de 300 000 emplois en 5 ans. Et ce programme, jusqu'au moment où je vous parle là, n'a créé que 10 000 emplois. 10 657 emplois. Pour un programme qui normalement doit créer 300 000 emplois. Et les attentes du président de la République, je vous dis que le président de la République lui-même, il sait honnêtement qu'il a été la manière dont le programme est géré. Par exemple, si on parle du PIDC, le PIDC c'est intéressant parce que la majorité des Sénégalais se disent que vraiment c'est un programme qui est intéressant et puis là on a vu les résultats. Pour vous dire que moi je ne critique pas pour critiquer. C'est un programme que j'ai salué. Mais ça, le PRODAC là, franchement, si le procureur ne nous éclaire pas... C'était un gouffre à milliards, on peut dire. C'est ça, l'argent était disponible. On nous avait dit DAC clé en main en 8 mois. On n'a rien vu dans cette histoire, donc ça nécessite d'être éclairé. Moi, je pense que, vous savez, c'est très difficile d'avoir une gestion sobre. C'est très difficile aussi d'avoir une gestion vertueuse. Parce que le président de la République, Macky Sall, lui-même, il peut être quelqu'un qui prône, qui a une vision pour mettre en place une gouvernance sobre et vertueuse. Mais est-ce que ces hommes sont en train de suivre? C'est ça la question qu'on se pose. On ne doute pas des compétences du président de la République. On ne doute pas du fait que le président de la République, c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui a eu à gérer, n'est-ce pas, jusqu'au moment où je vous parle. En tant que président de la République lui-même,
Il n'a pas été menacé quand il a... Faire la différence, là aussi en parlant de justice, l'indépendance de la justice, il faut faire la différence entre indépendance de la justice et juge indépendant. Voilà, si on n'arrive pas à faire la différence entre indépendance de la justice et juge indépendant, il y a problème. Là, on parle de justice. Maintenant, un juge peut avoir un dossier et en âme et conscience traiter ce dossier-là dans la légalité, en tenant compte de ce que dit la loi, le code pénal et le code de procédure pénale. Mais si on parle de justice de façon globale, c'est là où on dit que la justice, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Mais les juges, quand même, peuvent être indépendants. Ça, on n'en doute pas. On connaît ici, dans ce pays, des magistrats qui sont indépendants, des juges qui sont indépendants. D'ailleurs, il y a un juge qui vient de démissionner, le juge Dem, qui a été reconnu par ses compétences, par sa bravoure, son courage, et par aussi la qualité de son travail. Il a fait ses preuves. Là, pourquoi il a démissionné? Il a expliqué pourquoi il a démissionné. C'est parce qu'il a démissionné d'une magistrature qui a démissionné elle-même. Donc ça veut dire que... Selon ses propres termes. Selon ses propres termes. Et ça, c'est un juge qui le dit. Voilà, ça veut dire que du point de vue global, encore une fois, on ne parle pas des juges. On ne parle pas d'une affaire qui est jugée. Parce que l'affaire qui est jugée peut être jugée par un juge qui est indépendant, qui a pris donc dans ses pouvoirs les prérogatives que la loi donc lui offre pour décider clairement et en toute lucidité. Maintenant, s'il y a des juges dans le système aussi qui n'ont pas la possibilité de décider parce que tout simplement, il y a la pression, il y a tout derrière là aussi. En tout cas, lui, M. Alassane Cissé est très présent dans les réseaux sociaux. Il voit que la clameur réclame justice. Oui, bien sûr. Mais tout Sénégalais épris de justice va réclamer à ce que sa lanterne soit édifiée. Vous savez, près de 35 milliards, on ne peut pas passer ça par perte et profit. Non, ça ne va pas être passé par pertes et profits divers. Mais vous savez, lui-même, il le dit, il parle de la façon dont gère le pays le président. Il peut parler de ses hommes. Il dit qu'il parle de ses hommes. Mais vous savez, est-ce que quand un membre de votre famille fait un délit, est-ce à vous de payer? Mais là, dans ce cas d'espèce, c'est à lui de payer, parce que c'est le président de la République qu'on a élu, et vous venez de dire que c'est lui-même qui... Non, c'est lui qui devra rendre compte. C'est la troisième fois que vous me coupez. Oui, il coupe pas. Bon, il était juste en train de vous passer, en tout cas. Si un membre de votre famille fait un délit, est-ce à vous qu'on doit imputer ce délit ou pas? Je ne le pense pas. Le président a des hommes à qui il a fait confiance, qui ont eu confiance à d'autres hommes pour les confier les directions qui relèvent de leurs prérogatives. Alors, s'il y a des situations ou autres, bon, moi, je trouve que la façon dont a fait Mbaye Niang, c'est une façon élégante. Dans son ministère, il y a eu un supposé scandale. Il prend les devants pour dire... Non, là, il ne s'agit plus de supposé scandale quand même, Alassane. Ah si, je dis supposé, parce que je n'ai pas les informations. Oui, vous ne l'avez pas, je n'ai pas. M. Fall vient de vous donner quand même des exemples concrets. M. Fall dit que nous avions fait des prévisions. Oui, mais il y a des prévisions. Il ne dit pas que... Oui, bien sûr. Non, nous avions fait des prévisions. On a même avancé des chiffres. Oui, il a avancé des chiffres que je n'ai pas moi. Mais je peux vous dire que tout ce que je sais, c'est que nous irons faire la lumière sur ce dossier. Maintenant, vous n'êtes pas en train quand même de nous dire que cet argent n'a pas été décaissé et puis que véritablement que ça est juste des chiffres qui ont été inventés par l'opinion publique ou bien par des détracteurs. Je ne dis pas que ce sont des chiffres avancés par des détracteurs ou ce sont des chiffres réels parce que je n'ai pas lu le rapport, je ne sais pas exactement de quoi ça retourne, mais j'ai une opinion là-dessus. Je dis que Mbaye Niang est cité. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Ouais. Comme Jean-Pierre Senghor, d'ailleurs, qu'il cite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous tous, vous comme nous, réclamons justice. Parce que ce sont des milliards qui appartiennent au peuple sénégalais. Et même le président, je suis sûr que de là où il est, il réclame justice. Parce que ce sont des milliards qui appartiennent à 16 millions de Sénégalais. Alors, on ne va pas se chamailler sur ça. Nous réclamons justice. Attendons que la justice fasse son travail. Attendons que le président transmette le dossier ou que le procureur s'autosaisisse pour pouvoir nous prononcer. Moi, je ne vais pas me prononcer sur une affaire dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais tout ce que je dis, c'est que je réclame justice parce que je suis sénégalais.
et je suis en politique. Que justice soit faite, qu'il y ait une réparation par rapport, s'il y a délit, qu'il y ait une réparation s'il y a détournement de fonds. Mais je n'irai pas si vite en besogne pour accuser qui que ce soit. Et je loue, comme je l'ai dit tantôt, Mame Mbaye Niang a fait preuve de courage. Vous ne pouvez pas dire non. Un ministre cité et qui démissionne, ça ne court pas dans les rues. Il y a eu beaucoup de scandales. S'il démissionne. Mais il a envoyé sa lettre de démission. Le président a la latitude de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Nous ne savons pas les raisons qui ont fait que le président n'ait pas accepté sa démission. Mais ça n'a jamais couru dans les rues avant 2012. Non, vous aussi. On a cité pas mal de... ici. Non, attendez, on a cité pas mal de ministres dans des scandales avant 2012 et personne n'avait démissionné. À part Mamadou Seck, qu'il avait fait pour laver son honneur. Mais il y a eu combien de scandales avec les valises de Segura, tout ça. Mais il y a eu des scandales énormes. C'est-à-dire, quand vous avez le président Abdoulaye Wade, son équipe, en 2012, vraiment, les Sénégalais les ont dit, ok, ça va, on va faire venir d'autres personnes. Non, un peu de... de ne pas moi je vous écoute religieusement. Moi aussi je vous écoute religieusement. Non, moi aussi, franchement, je vous écoute religieusement. C'est que vous êtes en train de nous parler de la gestion du président Abdoulaye Wade. Ce qui n'est plus d'actualité. Avec les Sénégalais, on a remplacé Abdoulaye Wade. Non, c'est parce que vous cherchez des poux, que je vous rappelle les poux que vous aviez. Non, qui? Vous qui? Vous qui étiez du côté de Wade. Non, moi je n'ai jamais été du côté de Wade. Mais vous faites partie de l'opposition. Non, vous faites partie de la majorité d'alors. Non, je ne faisais pas partie de la majorité. Non, ça je vous le dis, je ne faisais pas partie de la majorité. Je n'ai jamais milité dans un parti avant 2012. Non, moi j'ai défendu le PDS. Non, mais je vous dis, je n'ai jamais milité dans un parti avant 2012. Même si vous ne militez pas. Je n'ai jamais été avec le président Wade quand il était au pouvoir. Oui, je suis sympathisant. Voilà, mais alors, donc, je suis sympathisant du président Macky Sall. Mais quand il fait des erreurs, il faut lui dire ça. Affichez-vous. Mais je suis sympathisant aussi du président. Moi, je défends la deuxième alternance parce que je suis un produit de la deuxième alternance. C'est normal. J'ai combattu pour la deuxième alternance. Donc, il est normal que je défende la deuxième alternance avec bec et ongle. Mais quand il s'agit de problèmes qui touchent la nation sénégalaise, je suis obligé de dire, voilà, il faut que justice soit faite. Parce que je suis républicain. Et je crois que c'est pour cela que je dis que Mame Mbaye Niang a posé un acte courageux. Maintenant, libre au président d'accepter ou de ne pas accepter. Mais il faut que justice soit faite. Et le peuple sénégalais réclame justice. Voilà, le peuple sénégalais réclame justice. On verra jusqu'où donc cette affaire va aboutir. En tout cas, on parle de beaucoup de milliards, presque plus de 30 milliards engloutis dans cette histoire, dans ces domaines agricoles communautaires. Il y a donc de quoi quand même fouetter un chat. Alors, nous allons donc passer au système du parrainage pour parler donc du processus électoral. Avec la loi donc qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est maintenant effectif. Monsieur Moudoufa, vous avez suivi un peu le processus, vous étiez membre de la commission ad hoc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire-là? Voilà, bon, c'est vrai que je n'étais pas membre de la commission ad hoc, mais je suis membre du comité de suivi de recommandation de l'audit du fichier. J'étais aussi membre du cadre de concertation sur le processus électoral, quoi. Mais je suis de près parce que nous avons des éléments qui sont là-bas dans le cadre de nos coalitions et qui suivent de près, qui ont eu à suivre au niveau de... Donc brièvement, si vous deviez l'expliquer en français facile aux Sénégalais. La loi sur le parrainage. Oui. Non, la loi sur le parrainage, c'est clair, parce que le 19 avril dernier, 2018, on a eu à réviser la Constitution. Et quand on a révisé la Constitution, avec le passage du ministre de la Justice au niveau de l'Assemblée nationale, donc on a intégré le parrainage dans la Constitution. Et quand la Constitution est modifiée, donc les lois annexes doivent aussi être modifiées. C'est dans le sens que le code électoral, qui est la loi électorale, doit être aussi modifié pour intégrer le parrainage. Maintenant, il se trouvait que peut-être la majorité des Sénégalais n'ont pas compris, parce que le parrainage dont on parle, ça concerne tous les candidats et à tout type d'élection. Ce n'est pas seulement la présidentielle. Ce n'est pas seulement la présidentielle. Donc cela veut dire que
au niveau de en 2019, quand on organisera l'élection législative, l'élection locale, plus précisément les municipales, il y aura un parrainage de 1%. Ceux qui décident aussi de participer donc, à l'élection du conseil départemental aussi doivent chercher le parrainage. Cela veut dire que c'est un parrainage à tout type d'élection. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup même d'hommes politiques qui n'ont pas compris ça comme ça, parce qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Ils pensent seulement que la loi qu'on est en train de réajuster, c'est juste par rapport à l'élection présidentielle. Ce qui est grave, parce que le texte qu'on vient de modifier sera entériné. D'autant plus qu'entre l'élection présidentielle et le local 2019, il n'y aura pas le temps pour revenir sur la loi, parce que ce sera moins de 6 mois. Ce qui fait qu'on n'aura pas la possibilité de revenir sur le texte. Donc tout ce qui a été voté là, dernièrement, et qui concerne le code électoral, c'est sur ça qu'on va travailler en 2019 pour le local 2019. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, beaucoup de personnes, même de la majorité, qui ont voté quand même, qui ont eu à voter ou qui supportent donc cette loi, alors qu'en réalité, ils ne savent pas qu'ils sont en train de creuser leur propre piège. Ils sont en train de creuser leur propre piège parce que, tout simplement, il y a beaucoup de Sénégalais qui aujourd'hui veulent devenir maires. Il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent devenir président du conseil départemental. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui veulent être élus. Mais pour être élu, il faut être parrainé. Maintenant, le système a changé. Et comme vous avez dit tout à l'heure à l'introduction, quand vous introduisez l'émission, il y a les cautions qui sont maintenant intégrés. Cela veut dire que pour participer à une élection municipale, c'est-à-dire les mairies, il faut déposer une caution de 5 millions. Pour participer à l'élection donc pour les conseils départementaux, aussi il faut déposer une caution. Cela veut dire que ça, c'est des choses qui n'existaient pas et qui ont été modifiées comme ça, au vu et aux autres. Il n'y a pas suffisamment de communication autour de cette loi-là pour que les Sénégalais puissent comprendre les tenants et les aboutissants. Non seulement il n'y a pas eu de communication suffisamment, mais aussi il n'y a pas eu de consensus, malheureusement, ce qui est regrettable. Parce que déjà, la Constitution a été révisée sans consensus, ce qui est grave. Cela veut dire que si aujourd'hui le régime change, les gens peuvent revenir modifier encore la Constitution. Cela veut dire que nous serons toujours dans la même situation de modifier la Constitution à chaque fois parce que tout simplement, il n'y a pas de consensus. Troisièmement, parce que tout simplement, les députés aussi n'ont pas pris le temps nécessaire. C'était dans la précipitation. Par exemple, au moment où on appelait pour la concertation sur les ressources naturelles, hein? À ce moment-là, les députés se sont retirés pour aller dire, etc. Ils vont décider en commission parce qu'ils ont besoin de 48 heures pour traiter ça en commission avant de l'envoyer en plénière. Cela veut dire que regardez toute cette histoire. Et en plénière, c'était dans l'urgence. C'est grave. Comme ça, qui implique tout le monde. Qui implique tout le monde dans le sens où, mais par exemple, si on parle de l'élection locale, ça ne concerne pas seulement les partis politiques. Voilà, ça ne concerne pas seulement les partis politiques, ça concerne même les petites associations qui sont au niveau des quartiers. Ça concerne les mouvements des femmes qui sont au niveau des quartiers. Parce qu'eux aussi, ils veulent contribuer. Parce que nous sommes dans une démocratie participative. Et que le développement ne peut pas se faire sans les acteurs. Les acteurs au niveau des localités, c'est les populations. Maintenant, si les populations ne savent pas réellement, c'est parce qu'ils ne sont pas impliqués. Imaginez, moi, un Modou Fall ou bien un Georges Nesta Diop, qui veut être maire de sa commune, mais qui n'est intéressé que par sa commune. Qu'est-ce que Georges va faire maintenant? Comment il va procéder? Comment il va faire pour déposer cette liste? Qui va l'encadrer? Qui va le parrainer? Déjà, double parrainage. Il y aura double parrainage parce que vous, en tant qu'entité isolée, si vous voulez, par exemple, vous n'allez pas vous lever et puis aller déposer 5 millions pour une seule commune. Je ne pense pas. Voilà, cela veut dire que vous aurez besoin d'un parrainage. Vous aurez besoin d'être parrainé par quelqu'un qui a les moyens et qui a eu à déposer une caution et vous allez vous présenter au nom de cette coalition ou en tout cas au nom de cette liste ou de ce label au niveau de votre localité. Ce qui veut dire que déjà, un premier parrainage. Et le deuxième parrainage, une fois que vous êtes parrainé là-bas parce qu'on a déposé une caution et que vous avez été désigné candidat pour participer à l'élection locale au niveau de cette mairie-là, à ce moment-là, vous allez descendre sur le terrain pour aller maintenant chercher les parrainages au niveau des populations pour avoir le pourcentage demandé 1%. Aujourd'hui diminué, heureusement que ça a été diminué parce que quand même 2% c'était trop. Hein? 3% pour le conseil départemental, c'était trop. Hein? Voilà, 1%. Donc je pense qu'actuellement ils ont tout nivelé, c'est 1% partout quoi. Mais c'était 3% et 2%. À 1%. Oui, ça c'est pour la présidentielle. Voilà, je ne parle pas de la présidentielle. Ah, oui. Voilà, donc je parle des élections locales.
Voilà, c'est 1%, c'est nivelé. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire dans cette histoire? C'est compliqué. Cette histoire de niveler de 0,8 à 1% aussi. Moi, je pense que Aymérou Gningue, l'honorable député, ne connaît pas plus les textes, ne connaît pas plus la Constitution, ne connaît pas plus le fonctionnement d'un pays que le ministre de la Justice lui-même. Pourquoi c'est Aymérou Gningue qui a proposé cette marge de 0,2%? Sur quelle base? Sur quelle logique de 0,8 à 1%? Pourquoi on a plafonné le truc? Tout ça, ça pose problème. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, comme je m'étais dit même que je ne parlais plus de parrainage parce que j'ai tellement parlé de parrainage et ça n'a servi à rien parce que, malheureusement, donc c'est la majorité mécanique. Ça a été voté donc pour la modification de la Constitution. Ça vient d'être voté pour la modification du code électoral. Donc, c'est dommage. On parle comme ça, mais au bout du compte... le lait est versé, voilà, pour le boire, comme on dit. Mais alors, M. Alassane Cissé, comme je l'ai dit tantôt avec M. Fall, il y a eu quand même un manque de concertation, de dialogue et même de communication autour de cette loi-là. Il n'y a pas eu de manque de concertation. C'est après les élections locales où on avait plus de 2700 et quelques lois... 47 listes. 47 listes, puis 2700 listes, que la classe politique dans son ensemble a dit qu'il faut rationaliser. Et nous étions tous d'accord qu'il fallait rationaliser. Vous savez, le parrainage n'est pas un fait nouveau au Sénégal. Ça a existé dans la Constitution de 63 à son article 14, où il fallait 50 électeurs et 10 députés. Ça a été supprimé en 91. Mais on avait laissé que le parrainage pour les indépendants. Maintenant, nous, on a dit qu'il faut qu'il y ait équité dans la loi. Que partis politiques comme indépendants, partis politiques qui sont des associations comme toute autre association, indépendants qui sont des Sénégalais comme tout autre Sénégalais, puissent être parrainés pour participer à des élections. C'est pour ça qu'on a modifié la Constitution en ses articles 29, 30 et 31 pour faire le parrainage intégral à tout type d'élection. Donc ça, c'est l'équité d'abord. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que tout le monde voulait être maire, tout le monde voulait être député, tout le monde voulait être président de conseil départemental. C'est normal, on est dans un pays, mais que l'État allait dépenser énormément d'argent et en réalité, il n'y a que 2 ou 3 ou 4 listes à qui on peut rembourser leur caution et l'État paye plus de 300 millions pour les autres. Alors on a dit qu'il faut rationaliser. C'est pour ça qu'il y a eu la loi sur le parrainage. C'est normal que l'on vote une loi, que l'on modifie le code électoral parce que cette loi va impacter sur les articles 57 et autres pour permettre aux gens de pouvoir être parrainés et déposer leur candidature à la candidature. Parce que quand il y a parrainage, on sera des candidats à la candidature. Parce que là, tout le monde peut se lever pour dire je suis candidat, mais quand vous n'atteindez pas le seuil, vous ne pouvez pas être candidat. C'est qu'on fait une élimination directe par les populations. Alors, on ne va pas se dire que nous sommes politiciens, nous avons tous les droits, le peuple n'a pas tous ces droits-là. Il arrive un moment où il faut réguler la démocratie au Sénégal. Nous allions plutôt tomber dans l'anarchie avec ce qui s'est passé lors de ces dernières élections. Nous allons avoir un terrorisme démocratique. Comme on a l'habitude de dire terrorisme, machin, terrorisme. Mais ça sera une terreur de la démocratie. Trop de démocratie tue la démocratie. Et ça, vous le savez bien. Vous le savez pertinemment bien. Alors, il ne faut pas que l'on dise que c'est une loi scélérate, c'est une loi... Mais c'est une loi qui permet de réguler la vie démocratique au Sénégal. Et permettre à l'État, au lieu de dépenser X milliards pour des élections, réorienter le surplus vers d'autres secteurs. Maintenant, il parle de majorité mécanique. Toute majorité est mécanique. Une majorité sert à gouverner. Si on n'a pas de majorité, on ne peut pas gouverner. Et nous avons une majorité pour faire passer nos lois. Alors, vous confondez, vous, de l'opposition,
concertation et négociation. Nous, on appelle à des concertations, pas des négociations, parce que nous ne sommes pas en guerre avec vous. Vous êtes nos adversaires en politique, mais nous sommes tous des Sénégalais. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que nous avons élu un banc présidentiel, c'est un seul homme qui a été élu. Ce n'est pas un banc présidentiel. L'opposition doit s'opposer, mais dans les règles de l'art, mais pas imposer à la majorité une négociation. Il n'y a pas de négociation. C'est des concertations pour bien faire. Et si on vous appelle à la concertation et que vous ne venez pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ajoute nos projets? Non. Ok. Alors, cette loi-là, le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous avez suivi certainement? Il a donné un certain nombre de principes, par exemple, l'électeur ne pourra parrainer qu'un seul candidat. Là où peut-être, s'il y avait des concertations, vous pouvez permettre quand même à un électeur de parrainer 2 à 3 candidats. Ensuite, pour la vérification des signatures, il a parlé pour ceux qui ne savent pas signer, on va reproduire la mention « ne sait pas signer ». Et puis aussi, il promet que toute personne qui tentera de frauder, c'est-à-dire de déposer une fausse signature, sera sanctionnée. Alors, est-ce que toutes ces garanties-là ne sont pas quand même un peu fiables pour nous? Ouais, non, vous savez, c'est un truc très complexe. Oui, parce que c'était les principales préoccupations de l'opposition quant à l'applicabilité de cette loi-là. Non, mais au-delà même de l'applicabilité de cette loi, il faut quand même se dire que l'opposition est contre le parrainage. Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je me suis dit. Hein. Depuis le départ, donc j'ai participé au cadre de concertation sur le processus électoral. Et depuis le début, j'ai dit que je suis contre le parrainage. Et l'opposition qui a été représentée dans ce cadre de concertation aussi a dit toujours et clairement que elle est contre le parrainage. Ça, c'est clair. Maintenant, on ne peut pas être contre le parrainage et puis revenir pour dire, etc., pour valider des garanties. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un schéma qui se présente où, effectivement, les Sénégalais, les citoyens sénégalais seront obligés de parrainer des candidats. Cela veut dire que ce serait quand même bien de réfléchir pour savoir comment ce parrainage-là sera organisé, ne serait-ce que pour se mettre du côté des citoyens sénégalais qui demain sont appelés à parrainer pour qu'on ne puisse pas les induire en erreur ou encore les berner donc, sur cette histoire de signature. C'est vrai qu'il faut comprendre comment le processus marche. Bon, même cette histoire de ne sait pas signer, tout ça, c'est des choses qu'on dit, mais ça n'a pas de sens. Parce que vous savez... Ne sait pas signer, c'est pour les électeurs. Je suis en train de vous dire... Les pareils qui ne pourraient pas, par exemple, signer. Parce que ne sait pas signer, c'est signer. C'est une signature. Le fait de dire ne sait pas signer. Il y a tellement d'erreurs quand on écoute les gens parler dans cette histoire-là qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Même ça induit en erreur les gens. Quand par exemple, si j'ai ma pièce, ma carte nationale d'identité, mais s'il y a ne sait pas signer, c'est ne sait pas signer. Mais si je dois parrainer quelqu'un, je ne sais pas signer, je ne sais pas signer. L'essentiel est que quand on va amener donc, le dossier avec les parrainages là-bas, on va regarder ce qu'il y a là-bas. On va voir qu'effectivement, ça ne s'est pas signé. Mais ça, c'est une comparaison. Quand on va comparer, on va se rendre compte qu'effectivement, ça ne s'est pas signé. C'est ça le problème. Donc, on n'avait même pas besoin pour dire qu'on n'avait même pas besoin de parler de ça. Parce que ne s'est pas signé, c'est déjà une signature. Parce que c'est un Sénégalais qui ne s'est pas signé. Ça, c'est un de deux. Vous savez, le parrainage tel que proposé, moi je l'ai dit ici, je vais le redire, ça n'existe dans aucun pays au monde. J'ai posé plusieurs fois la question. Il n'y a pas un seul pays au monde qui veut adapter le parrainage comme on est en train de faire, comme on veut le faire au Sénégal. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'il y a eu le comité ad hoc, les gens ont fait le tour, ils sont allés au Cap-Vert, ils sont allés en Pologne, etc. pour vérifier. Mais ce n'est pas le même système. Je vous donne un exemple simple. Quand ils sont allés en Pologne, on leur a dit que non, nous, le parrainage, c'est pour rationaliser les candidatures. Cela veut dire qu'il n'y a pas de caution. Parce que nous, le mécanisme qu'on a mis en place pour rationaliser, c'est le parrainage. On ne va pas demander après aux candidats de déposer de l'argent. Parce que si, logiquement, hein, c'est plus logique que nous, ce qu'on est en train de faire. Parce que si c'est l'électeur, le citoyen sénégalais, qui décide de parrainer un candidat, ça doit suffire largement. Pourquoi encore demander aux candidats de déposer de l'argent? C'est insensé. Ça, c'est un. De deux, quand ils sont allés aussi au Cap-Vert, ils ont vu que là-bas, il n'y a que deux partis. Le parrainage qui est utilisé là-bas, ça ne peut pas s'appliquer ici chez nous. Donc, ce qui veut dire que dans la réalité, je vous dis, cette histoire de parrainage, on peut continuer à en discuter de manière technique ou politique, politicienne,
Mais ce qui est sûr et certain, moi je maintiens ce que j'ai dit. Ce qu'on veut faire au Sénégal, là, avec un pourcentage, surtout de 0,8 à 1%, même ces pays-là, c'est 15 000, 200 000, 100 000, 150 000. C'est un nombre qui est connu à l'avance. Mais sur la base d'un pourcentage, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. J'allais vous donner la parole, M. Alassane Sissé, mais dommage, le technicien me fait signe. Oui, non, si vous lui donnez la parole, vous allez me donner la parole aussi. Justement. Ah non, parce que lui, merci à mes chers invités. Merci donc. Je rappelle tout simplement que mes invités, c'était M. Modou-Fall, il est le leader de Degumo World, alors enseignant à l'université. Merci donc aussi à l'honorable haut conseiller des collectivités territoriales, M. Alassane Sissé. Il est le leader du nouveau parti, membre de la coalition Doomu Rewmi et de Benno Bokk Yakaar. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye et Issa Diagne. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Et excellent match pour nos Lions. Bonne chance aussi à nos Lions qui sont en terre donc russe.